Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Martin Louvel, je suis fondateur de Chakari, dont la mission est de prendre soin des professionnels de santé. Chakari, c'est vraiment la première solution de coaching 100% dédiée aux professionnels de santé. On propose des dispositifs d'accompagnement individuels via une plateforme avec du coaching à distance, avec voilà, beaucoup de demandes en ce moment, initiative de flash coaching, et aussi des dispositifs d'accompagnement collectif. La raison pour laquelle nous avons organisé un cycle de webinaires, je pense que c'est de partager les regards de professionnels de santé sur cette mission, du prendre soin de professionnels de santé, et aussi, je dirais, c'est un processus d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on souhaite faire vraiment de ces échanges des échanges riches et participatifs. Donc, sentez-vous libre pour tous nos éditeurs de poser vos questions. Vous avez accès à un chat. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Muriel Chailloux. Muriel, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice qualité dans un établissement euh, donc, voilà, du groupe Dracy. Euh, Vous êtes aussi experte visiteur à la Haute Autorité de Santé. Vous donnez des cours dans un DU d'enseignement supérieur, donc euh, lié à tout ce qui est donc, les notions d'expertise autour de la qualité. Je suis très, très heureux de vous accueillir. Merci de Bah, m'accueillir déjà, de me donner la oui, parole. oui, donc, et puis particulièrement ce contexte, hein, on est effectivement une journée très particulière puisque l'annonce du deuxième confinement vient d'être faite hier et on sait qu'on est dans une reprise de deuxième vague difficile. Ce que je vous propose, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de commencer par vous présenter le métier de directeur de qualité tel que vous l'entendez, avec vos mots et votre établissement, si ça vous va. Très bien. Donc, Muriel Chailloux, directrice qualité et gestionnaire des risques du groupe Dracy Santé. C'est un petit groupe familial qui est composé de 3 établissements du secteur sanitaire. Donc, il y a une clinique, un centre orthopédique à Dracy-le-Fort, en Saône-et-Loire, à côté de Châlons. Une clinique polyclinique qui se trouve à Autun, une petite ville à côté dans la Saône-et-Loire également, la clinique du Parc, et puis un établissement, un hôpital privé qui se trouve à Belfort, pareil avec polyactivité. On fait essentiellement de la chirurgie et on fait aussi du soin de suite. Voilà, donc c'est moi qui ai la responsabilité en fait de chapeauter et de piloter les démarches qualité. Et puis depuis 10 ans maintenant, je suis aussi expert visiteur, donc comme vous l'avez dit, de la Haute Autorité en Santé, ce qui m'a permis de faire un certain nombre de visites en tant qu'expert sur différentes thématiques un peu partout en France. Donc, ce qui me permet d'avoir aussi un autre regard et un appui, je dirais aussi méthodologique de la part de l'HAS qui me permet aussi d'avoir des regards un peu croisés, des informations, des outils, etc. Voilà. Vous voulez que je vous parle un petit peu de mon métier de directrice qualité, peut-être? Très volontiers. Alors, on a parmi nos spectateurs et spectatrices des personnes qui viennent, enfin pour la majeure partie du monde de la santé, hein, avec pas mal de personnes qui sont directeurs ou directrices qualité ou responsables qualité, des personnes qui sont directeurs d'établissement. Donc, ce serait intéressant quand même d'avoir votre regard sur qu'est-ce qu'un métier de directeur qualité, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui connaissent un peu moins ce domaine parmi notre auditoire. Donc, comment vous le définiriez pour commencer? Alors en fait, en France en tout cas, les établissements du secteur sanitaire doivent mettre en place ce qu'on appelle les démarches de certification qui sont diligentées par la Haute Autorité en Santé. Donc mon principal, on va dire ma principale mission, c'est de suivre l'ensemble des établissements, donc les 3 structures dans ce processus. Donc la démarche de certification, elle concerne l'ensemble des domaines, c'est-à-dire qu'on va de l'organisation d'un bloc opératoire à la gestion du risque infectieux, à des différentes process de management qualité, les évaluations, etc. Donc, mon rôle à moi en tant que directrice du groupe, parce que c'est important d'avoir la vision groupe, hein, je suis sur le terrain, mais j'ai aussi une vision groupe, c'est de piloter et de chapeauter l'ensemble de cette démarche.
c'est tout ce qui est démarche qualité et tout ce qui est démarche gestion des risques. Donc là, en ce moment, par exemple, la partie risque prend un petit peu le dessus. Effectivement, comme disait ma collègue, ce qui reste compliqué et qu'il faut toujours maintenir, c'est sa position et sa place pour veiller à ce que les différentes recommandations, textes réglementaires soient suivis. Et on a notre métier qui n'est pas facile, hein, c'est qu'on a toujours un positionnement un petit peu complexe où faut toujours avoir l'esprit à est-ce que le patient, est-ce que la prise en charge est sécurisée, est-ce que le patient est pris en toute sécurité, est-ce que on a toujours l'équilibre entre la prise de risque, je dirais, et qu'on fait prendre, hein, une intervention par exemple chirurgicale, il y a forcément une prise de risque. Est-ce que c'est bien calculé? Est-ce qu'on répond bien aux attentes du ministère ou des différentes recommandations des différentes instances qu'on peut retrouver, le CEPIAS et autres. Donc voilà, le poste, il est là pour veiller à ce que tout soit mis en place. Et si je reprends un peu le principe de la démarche de l'HAS, hein, on utilise beaucoup la roue de Deming, donc je vérifie qu'on a bien planifié un certain nombre de choses, je vérifie que c'est bien mis en œuvre, je surveille toutes les évaluations derrière pour voir si c'est bien mis en place, et puis ben voilà, est-ce que on s'arrête pas, comme je dis souvent, la route des mines, il faut bien mettre une petite cale pour pas que ça revienne en arrière. Et ça, malheureusement, dans les situations comme on vit aujourd'hui, effectivement, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut être stratège, il faut être diplomate, parce qu'il faut qu'on n'oublie pas nos principes de base de sécurité, de prise en charge. Voilà. Après, je peux rentrer plus dans le détail. Hein. Si vous ne m'arrêtez pas, je peux passer 2 heures à parler de ce qu'on doit faire. Oui, c'est intéressant en tout cas de poser ce premier état des lieux. Au niveau justement des instances qui définissent les lignes de conduite, quelles sont-elles et comment, de manière assez concrète, c'est déployé au niveau d'un établissement de santé? Alors en fait, on a différentes sources et surtout on a différents si je reprends les termes HASI, différents processus. C'est-à-dire, vous allez avoir des recommandations et des réglementations concernant, par exemple, le médicament, comme l'organisation d'un bloc opératoire, comme la balnéothérapie en soins de suite. Voilà, vous avez un certain nombre de textes qui sortent. Alors, il y a les textes réglementaires, mais aussi des recommandations par rapport à des règles d'hygiène. On est un établissement de recevement du public, donc par exemple, on va avoir la gestion par rapport au risque incendie, par rapport à la structure, par rapport aux différents circuits, la lingerie, enfin, la restauration, etc. Donc, les instances ou les textes qui réglementent, je pense qu'on est quand même un secteur dans lequel il y a énormément de réglementations et de recommandations à suivre. D'ailleurs, des fois, on s'y perd un petit peu. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on a différentes sources. Hein. On va avoir les fédérations, on va avoir les différents… Là, vous voyez, on reçoit des alertes, ce qu'on appelle les alertes Mars du ministère assez régulièrement pour nous dire, voilà, par rapport au Covid, voilà ce qui est recommandé, voilà ce que vous devez faire, etc. Donc, on a différentes sources d'informations. Et effectivement, le rôle du directeur à qualité ou éventuellement du responsable qualité, c'est de veiller à ce que cette information soit bien diffusée aux personnes concernées et de veiller à ce que c'est mis en œuvre. Sachant que ça reste quand même, ça peut rester complexe. Hein. Je reviens sur notre situation actuelle qui se rapproche d'ailleurs de l'analyse et la visualisation du risque. Vous allez pouvoir interpréter des alertes ou des recommandations un petit peu… voilà, il y a des mots qui peuvent être interprétables, des tournures de phrases qui peuvent être interprétables. Et à nous, à veiller à ce qu'à chaque fois, enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de se dire, voilà, est-ce qu'on assure la sécurité de nos patients, même si ça ne fait pas plaisir, même si c'est compliqué, même si on n'a pas envie d'y aller. Hein. Là, voilà, en l'occurrence, des fois, on n'a peut-être pas envie de ce confinement, mais on n'a pas le choix. Donc, voilà, est-ce que d'alerter tout le monde et surtout à différents niveaux, parce qu'il faut que l'information soit bien relayée aux différentes personnes. Il y a la direction, mais il y a les médecins, il y a les responsables de service, etc. Donc, pour revenir à la question début, les sources d'information, les recommandations, les réglementations, elles viennent de différents endroits, en fonction des circuits.
vous avez commencé à parler, enfin et ça faisait partie des attentes un petit peu en amont. On est dans un moment très particulier avec cette deuxième vague qui arrive massivement. Comment justement, en tant que directrice qualité, vous accompagnez cette gestion des risques, sur qui vous appuyez en interne, quels sont, je dirais, les facteurs clés de mise en place de processus efficaces pour justement assurer la qualité du fonctionnement des structures avec, on le sait tous, hein, des effectifs sous tension, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnel qui malheureusement peut être infecté par le Covid. Il y a des tensions sur le recrutement du personnel à tous les niveaux et cette gestion de crise à gérer. Donc, comment vous pouvez mettre en place cela et gérer au mieux au quotidien? Alors, je pense que là, ce qui est important quand on est directrice qualité, gestionnaire des risques dans un groupe, c'est qu'il faut savoir être là ou savoir alors pas se rendre indispensable, c'est peut-être un petit peu trop important comme terme, mais il faut que l'information elle nous arrive à nous déjà, et après il faut être, vous voyez tout à l'heure il y avait une réunion du comité de direction par rapport à la crise Covid, par rapport à différentes discussions qu'il y a eu hier avec l'agence régionale de santé. Bon voilà, il faut pas que la réunion se fasse sans que je sois là, sinon je n'aurai pas les informations, je ne saurai pas ce qui décide. Et ce qui est important, c'est d'être là auprès de la direction, auprès des différents responsables et auprès des équipes. Alors un petit peu moins aux équipes, sachant que les équipes, elles aiment bien qu'on passe dans les services parce qu'elles vont, il va y avoir un retour. Elles peuvent, pendant la première crise, je passais régulièrement. Elles aimaient bien. Des fois, elles étaient stressées, elles étaient tendues, elles n'avaient pas forcément de réponse à leurs questions. Parce que la grosse difficulté dans ces situations-là, même généralement, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Et en plus, là, dans ces situations de crise Covid, l'information, elle peut changer d'un jour ou l'autre. Là, depuis vendredi dernier, qu'on a eu les premières alertes, nous, au niveau de l'ARS, tous les jours, vous avez une nouvelle information, il y a une nouvelle procédure à définir, etc. Donc, l'information, quand elle est définie par rapport à une injonction ou un texte de notre ministre, on a une lettre ce matin, vous l'avez vous, puis on va aller en comité de direction, puis après, il faut que ça redescende, hein, le temps qu'on mette tout ça en place, qu'on réorganise, etc. Donc, mon rôle à moi, c'est de veiller à avoir cette information, donc d'avoir des réseaux et des ressources pour avoir cette information et d'être là en cas de besoin. Il faut s'ils ont besoin de moi, s'ils ont besoin, donc il faut toujours que je sois là. Est-ce que je peux pas passer telle information puisque c'est moi qui gère la gestion documentaire, on va dire le réseau interne d'information des 3 établissements. Voilà. Est-ce qu'on peut pas faire passer une note? Est-ce que vous voulez faire un communiqué? Est-ce que voilà. Et être toujours là vigilant et toujours en alerte. Pour moi, c'est une règle forte. C'est sécurité du patient avant tout. Voilà. Quand on me dit oui, mais ça, vous comprenez, on peut continuer telle activité, on peut faire ça, on peut faire ci. Tout le monde a une raison pour continuer à opérer, ou tout le monde a une raison pour continuer à faire des services, des activités de kinésithérapie en groupe. Est-ce qu'on répond bien? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'on a bien, voilà. Donc c'est moi qui dois être parfois, là, j'ai le mauvais rôle. Hein, je suis là pour rappeler qu'il y a des règles et que c'est important de respecter tout ça. Voilà. Et après, de toute façon, je ne peux pas travailler. Ça, c'est une règle d'or dans mon poste. Je ne peux pas travailler si je n'ai pas des réseaux et des liens dans chacune des structures. Il faut que je m'entende bien avec le pharmacien, avec la directrice des soins, avec les directeurs, avec le responsable de bloc. Voilà, j'ai besoin, le président de la commission médicale. Enfin, voilà, c'est important. D'accord, justement, c'est un peu le deuxième volet, c'est quelles sont les qualités clés en termes de compétences humaines et relationnelles, parce que c'est un sujet aussi qui va nous intéresser aujourd'hui, d'un directeur ou une directrice qualité, selon vous, et particulièrement en ce moment, en fait. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre justement pour que ça fonctionne bien sur le plan humain avec toutes les contraintes actuelles? Comme je disais tout à l'heure, il faut être diplomate. Parce que en fait, vous avez différents interlocuteurs pour lesquels qui ne vont pas comprendre l'information de la même manière, qui ne vont pas l'entendre ou qui n'ont pas les capacités, hein, sans être soit péjoratif, mais il faut adapter son dialogue. Donc, ce qui est important, c'est
d'arriver avec diplomatie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en imposant, en disant voilà, la règle c'est comme ça, je comprends pas que vous ne pouvez pas comme ça, il ne faut pas agresser les gens, il faut pas, voilà, des fois, en tant que responsable qualité, on a des formations assez carrées, cartésiennes, voilà, et non, il faut s'adapter aux professionnels qu'on va avoir en face. Et d'autant plus que, par exemple, enfin, pour ceux qui ont l'habitude, hein, dans les établissements, il y a le corps médical. Hein, on ne va pas parler de la même manière qu'on va aller en réunion avec les médecins, qu'on va aller de la même manière parler avec l'encadrement ou qu'on va aller discuter avec les soignants sur le terrain. Donc, je pense que ce qui est important, c'est voilà, c'est d'avoir, de rester diplomate et en même temps de pouvoir faire passer un certain nombre de messages et de leur faire comprendre pourquoi, pourquoi on leur demande de tracer sur les dossiers du patient, pourquoi on leur demande de vérifier, je ne sais pas, la température des réfrigérateurs pour les médicaments, pourquoi, voilà. Ils ont besoin de comprendre et que des fois, même si ça reste complexe, hein, parce que quand vous avez, ça reste des établissements à taille à peu près humaine, hein, mais quand vous avez des grands CH, voilà, avec 800 milli, bon, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est important, voilà, de garder du recul et surtout de chercher à chaque fois, même si parfois ça peut être compliqué et puis y avoir des rapports de force, d'essayer d'arriver, de garder son calme et de faire passer l'information. Sachant que, et je tiens quand même aussi à le souligner, que si on est trop gentil, qu'on reste trop en veille, si on reste trop, ça ne marche pas, il faut savoir s'imposer. Comme je disais là tout à l'heure, si on n'a pas l'information, si les gens ne se réfèrent pas à nous parce qu'ils ont besoin de nous pour les aider hein, dans les différentes démarches, ça ne marchera pas non plus. On sera mis de côté et voilà, ce sera très compliqué pour le directeur qualité ou le responsable qualité, hein, de la même manière. Voilà. Alors, il y a aussi, on en avait parlé précédemment, des évolutions sur le nouveau manuel de la Haute Autorité de Santé qui porte sur l'accompagnement des équipes sur le plan humain, notamment au niveau du management, du coaching. Donc, vous avez parlé de la sécurité du patient. J'imagine qu'il y a aussi la notion de travailler sur la qualité de fonctionnement des équipes et sur le plan humain. Quel est le rôle d'un directeur qualité à ce sujet? Comment il peut voilà, améliorer la qualité du fonctionnement des équipes à son niveau? Eh ben, de la même manière, je dirais que pour le patient, hein, il faut qu'on soit toujours en alerte auprès de la direction, enfin des directions ou auprès des praticiens. Voilà, les équipes, elles sont là pour prendre en charge le patient. Elles ont certaines missions en fonction de leur poste et de leurs différentes responsabilités, hein, une infirmière, une aide-soignante, une ASH, une responsable de service. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, c'est de veiller à, voilà, c'est-à-dire c'est un enchaînement. Par exemple, si je reprends le rapport par rapport au médecin, qui reste compliqué, hein, parce que moi, je pense que sincèrement, malheureusement, je pense que les équipes, des fois, sont en difficulté parce qu'elles sont tout le temps en train de vérifier la traçabilité des ans, si le traitement de personnel, par exemple, a bien été prescrit pour tel médicament, s'il y a bien eu telle traçabilité, si elles ont bien eu telle et telle informations. Donc, c'est vrai que ça reste complexe pour eux. Donc, je pense que notre rôle à nous, en tant que directeur qualité, c'est toujours de veiller d'être derrière l'équipe médicale, d'aider l'équipe médicale, voilà, en leur expliquant pourquoi on demande ça, pourquoi on a besoin de traçabilité, pourquoi on a besoin que cette information, elle passe d'un service à un autre, pourquoi on a besoin de veiller pendant les interfaces qu'il y ait bien l'information pour que la prise en charge soit bien sécuritaire, et puis auprès de la direction pour toujours veiller, voilà, moi, j'aime pas des choses souvent que j'aime pas. On me dit, ben non, mais c'est pas possible. Non, mais voilà, peut-être que si l'infirmière, si l'aide-soignante, si l'équipe ne peut pas prendre correctement le patient, c'est peut-être parce que, je sais pas, les horaires sont peut-être pas adaptés, peut-être parce qu'elles sont pas assez nombreuses, peut-être parce qu'elles sont pas assez formées, peut-être, voilà, il faut toujours pousser pour dire, voilà, à notre niveau, toujours alerter, attention, s'il y a un défaut, c'est ce qu'on fait avec la chaise d'ailleurs, s'il y a un défaut de résultat par rapport à n'importe quoi, la prise en charge de la douleur ou autre, c'est peut-être parce que le matériel n'est pas là, peut-être parce que les personnes ne sont pas formées, peut-être parce que l'organisation n'est pas adaptée, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tout le temps un petit peu partout d'ailleurs, être vigilant et toujours alerter, voilà, posons-nous les questions. Et alors des fois ça ne fait pas plaisir, hein, c'est certain, hein, voilà, on n'a pas envie d'entendre ou
les objectifs du directeur ne sont pas les mêmes que les objectifs du médecin et que les objectifs peut-être de l'ASH qui veut faire ses horaires et pas faire ses week-ends, des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais nous, là, en tant que directeur de qualité, on est là pour à chaque fois mettre en alerte et veiller derrière, voilà, pourquoi c'est pas fait, comment peut-on réfléchir à quelle organisation on peut mettre en place pour améliorer la situation et la qualité de vie au travail, parce que c'est vrai que c'est important. J'avais participé à une réunion avec des organisations de fin de vie et il y a une des personnes, un des usagers a dit, mais de toute façon, si l'hôpital est malade, c'est parce que le personnel est malade. C'est-à-dire que l'hôpital, il prend peut-être pas bien en charge ses patients, peut-être parce que déjà son personnel est pas bien, il est pas bien. Donc, il peut pas se concentrer sur une bonne prise en charge s'il se sent pas bien, s'il se sent pas en sécurité. Et effectivement, c'est pour ça que la chaise souligne bien sur le nouveau manuel, hein, bon, qui est pas encore, c'est pas le définitif, hein, sur le travail d'équipe, sur le coaching, l'accompagnement, le leadership, etc. Parce que c'est important, voilà, de veiller aussi à cette partie-là de travail, de collaboration. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, hein, qui montrent que les équipes sont bien traitantes si elles sont déjà bien traitées. Voilà. Donc, nous, en tant que responsable qualité, c'est des thématiques sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant et sur lesquelles il faut qu'on travaille. Même si ça reste parfois, c'est des sujets, alors pas tabous, c'est peut-être exagéré, hein, mais qui restent délicats. D'où la diplomatie. Hein. Oui. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un sujet particulièrement important aussi en ce moment parce que vous avez effectivement parlé de sécurité des patients. On pense aussi à la sécurité du personnel, notamment avec la notion de Covid, d'avoir le bon matériel, mais en fait, il y a une dimension dans la sécurité qui peut être aussi d'ordre psychologique, psychique, de se sentir soutenu, accompagné. Et c'est le lien aussi que vous mentionnez sur le côté humain qui fait écho au sujet du prendre soin des professionnels de santé que vous avez mentionné. Hein. Tous les projets d'établissement ont dans des paragraphes sur la qualité de vie au travail. Après, comment elle est vécue vraiment sur le terrain, comment elle est portée à tous les niveaux, comment on rend les personnes acteurs de leur qualité de vie au travail. Alors, c'est peut-être des mots qu'il faut utiliser avec beaucoup de vigilance dans le contexte actuel, parce que là, on est vraiment dans un contexte de crise où il faut sécuriser les fondamentaux, assurer la survie des patients infectés par le Covid, etc., gérer avec des effectifs en tension. Et en même temps, on a pleinement conscience qu'il faut permettre à tous les niveaux, aux établissements et aux professionnels de santé, d'avoir des espaces pour se ressourcer, d'avoir des espaces où ils peuvent avoir des moments, si courts soient-ils, hein, de cohésion, de liens renforcés. Comment justement, quel est votre regard là-dessus sur ce sujet du prendre soin des professionnels de santé actuellement? Oui, je vous écoute. Je pense que ça reste très important à tous les niveaux, hein, parce que au-delà du soignant ou même on oublie souvent le service technique ou l'administration, mais au-delà même de l'encadrement. Je pense que l'encadrement, il a beaucoup souffert et là, il est entre les deux. Hein, on lui impose des processus à mettre en place, à changer les organisations, et c'est eux qui vont le mettre en place sur le terrain. Donc, je pense que c'est très important de le prendre soin à tous les niveaux, on va dire hiérarchique. Hein. Et c'est vrai sincèrement, je pense qu'on a eu tendance, parce que c'est important, hein, on a eu un besoin de protocoliser un certain nombre de démarches et de processus. Donc, on a enfermé un petit peu les équipes dans des démarches, hein, un petit peu comme on va aller travailler à l'usine. On leur demande énormément de traçabilité, de faire des photocopies, des impressions, d'aller cliquer 3 fois sur le dossier du patient, etc., qui sont quand même chronophages. Et derrière, effectivement, on a le sentiment qu'on n'a pas recentré leur travail sur le prendre soin du patient. Et quelque part, je pense que certaines d'entre elles, ou d'entre eux, excusez-moi, c'est plutôt féminisé comme profession, mais la plupart d'entre eux n'ont pas le sentiment de faire le métier qu'ils avaient choisi, voilà, de soignant.
parce que du coup, ils ont l'impression qu'on ne fait pas attention à leurs attentes, qu'on n'est pas forcément à leur écoute, qu'on n'est pas forcément… c'est vrai que des fois, dans la rapidité ou dans les exigences, par exemple, de certification, on va aller les voir, oui, mais ils auront ce sentiment-là. Oui, mais vous ne faites pas comme il faut, regardez, vous frictionnez pas correctement les mains, vous ne consommez pas assez, vous n'avez pas assez bien tracé dans les dossiers, vous ne prenez pas en charge correctement la douleur, etc., etc. Parce que nous, on fait des évaluations, on a des indicateurs. Mais derrière, est-ce qu'on va vraiment réfléchir à oui, pourquoi ils ont ces résultats-là? Peut-être qu'eux, ils n'ont pas forcément plus le temps de se concentrer parce qu'ils subissent plus qu'ils s'impliquent dans la démarche. Je dirais, des fois, j'ai l'impression que voilà, on leur donne des informations, on leur donne des informations. On ne partage pas forcément l'information. Et effectivement, moi, je reste convaincue qu'il y a une partie le temps qu'on ne prend pas le temps de se poser, de se dire, voilà, est-ce que le soignant, l'équipe, est-ce qu'on ne lui demande pas trop d'administration? Est-ce qu'il y a des tâches qu'on ne pourrait pas donner à d'autres personnes? Parce que du coup, elles ne peuvent plus prendre soin de leurs patients. Du coup, elles ne se sentent pas forcément bien. Et puis, il y a une deuxième chose qui, pour moi, et je trouve très importante, parce que je le vis tout le temps, enfin moi et les équipes, on a quand même encore, nous on est avec des médecins libéraux, je ne me lancerai pas forcément au niveau du public, mais dans les établissements privés, ce sont des médecins libéraux qui ont un contrat d'exercice avec nous. Ils ont des comportements des fois qui sont irrespectueux. On parlait ensemble la dernière fois des blocs opératoires. Je veux dire, des fois, il y a des comportements. Moi, quand la chef de bloc me dit quand il y a le praticien qui a son programme opératoire, j'y vais à reculons, quoi. J'ai peur de ce que je vais encore me prendre dans la figure. Des comportements comme ça, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'établissements ou de secteurs dans lesquels, à chaque fois, les gens ont peur au ventre parce que vous êtes dans les services de soins, combien de fois les médecins, vous les appelez parce qu'il est de garde et vous l'appelez le soir parce qu'il y a besoin d'un traitement ou il y a un patient qui ne va pas bien. S'il n'y a pas d'urgence vitale, j'entends bien. Oui, pourquoi vous m'appelez? Mais c'est quelle heure? Vous avez vu, machin, il faut que je me déplace. Voilà, c'est tout le temps, elles sont tout le temps sous tension, parce que les collaborateurs, notamment les équipes médicales, ne sont pas non plus dans le prendre soin de ces équipes-là. Et pourtant, il est là, c'est le travail d'équipe qui prime dans la prise en charge d'un patient. Ils sont plusieurs professionnels avec différentes compétences, différentes visions, différentes expertises. Donc, on a besoin d'une équipe. Et parfois, la tension entre les différents professionnels, elle est là. Et je pense que ça, dans le prendre soin, c'est des choses sur lesquelles il ne faut plus passer. Un petit exemple, la dernière réunion que j'ai faite avec les médecins, c'est parce que c'était comme ça. Je me suis faite insulter au bout de 10 minutes de présentation. Alors, bon, c'est moi. On va dire, je vais avoir l'habitude. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, les pharmaciennes, pareil, se sont pris 10 minutes d'insultes. Est-ce que franchement, alors ce n'est que nous, on est cadre, on va se dire, allez, d'accord, on est formé pour, on est blindé pour. Mais ça, c'est des fois, les équipes soignantes le subissent tout le temps. Est-ce que c'est normal que quand vous venez en réunion ou quand vous travaillez, vous vous faites insulter? Il y avait une fiche d'événement indésirable sur un traitement personnel qu'un praticien n'avait pas fait, enfin, qui régulièrement ne prescrit pas de traitement personnel du patient. C'est venu à ses oreilles, il a fait son enquête pour savoir quelle infirmière avait fait la fiche d'événement indésirable, elle s'est faite insulter. Voilà, je pense que tout ça, ces comportements-là, on ne va pas dire que c'est la raison d'eux, mais je pense que ça fait partie aussi des problématiques et du fait que le soignant, il ne se sente pas à l'aise. Ça fait déjà que c'est difficile. Je pense que le métier de soignant ne fait plus rêver. Vous faites des horaires qui sont compliqués, vous travaillez les jours fériés, vous travaillez les week-ends. Ce n'est pas forcément un métier très bien payé par rapport à votre investissement. C'est quand même des métiers, des fois, dans des services qui sont compliqués, des blocs opératoires ou l'obstétrique, par exemple, la fin de vie. Il y a des choses quand même qui sont difficiles à gérer, les urgences vitales, vous êtes en période de stress quand même, donc c'est quand même pas évident. Et si en plus on rajoute par là-dessus des comportements un petit peu complexes, et en plus, on est là toujours en train de derrière vous pour vous dire, vous n'êtes pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, ça c'est pas bien, vous ne travaillez pas correctement.
je pense que c'est un certain nombre de paramètres qui font que les soignants, ils sont un peu tendus. Et c'est exacerbé avec des situations de crise, en plus. Absolument. J'ai pu constater que vraiment, pendant la première vague, pour toutes les équipes et professionnels qu'on a accompagnés, il y avait vraiment les deux cas de figure. Il y avait soit des équipes qui fonctionnaient assez bien ensemble et qui se sont senties encore plus soudées, encore plus renforcées, et certains même qui, paradoxalement, appréhendaient la fin de la première vague sur le retour à la normale parce qu'ils avaient été très connectés avec le sens profond du métier, qui est d'accompagner les patients à mieux vivre. Et à l'autre, aux antipodes, j'ai pu observer des équipes dans lesquelles il y avait déjà des dysfonctionnements, ce type de comportement que vous avez mentionné, soit qui héritent d'une certaine culture très hiérarchique ou très hautaine, voire machiste, dans certains cas, il faut le dire aussi, et du coup qui du coup crée du désengagement, crée des conflits amplifiés ou des fuites, avec des risques d'erreurs médicales, de non-qualité et de mauvaise prise en charge de patients, avec tout ce que ça implique derrière. Donc, notre enjeu, c'est justement d'arriver à sortir de cette spirale un peu difficile en se disant comment on peut redonner du sens, éduquer tout le personnel à tous les niveaux, au niveau exécutif et managérial en priorité, sur les fondamentaux du bien travailler ensemble, sur justement, il y a tout un mouvement avec la posture du manager coach qui arrive avec le soignant coach, mais qui peut être aussi manager. Il y a des démarches participatives qui se mettent en place aussi en France, on l'a vu avec notamment le professeur Colomba, qui a mis en place un certain nombre d'initiatives. Donc, il y a des choses, et en même temps, il y a un mouvement de fond avec la mise en place de l'incitation financière à la qualité, qui est un sujet intéressant, parce qu'on a vu que le T2A avait eu quelques limites, et donc, ça aussi, c'est un dernier volet. Ce sera peut-être ma dernière question, parce que j'aimerais laisser un temps d'échange aux questions-réponses avec notre auditoire. C'est de se dire comment l'incitation financière à la qualité, elle peut aussi améliorer et elle va le bien travailler ensemble, justement, et l'amélioration de la qualité à tous les niveaux. Est-ce que vous pourriez nous apporter un mot de perspective à ce sujet, Muriel? Alors là, on peut voir sous deux angles, c'est-à-dire que ça ne reste que des indicateurs. L'incitation financière à l'amélioration de la qualité, les IFAC, s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs nationaux, donc la qualité des dossiers, la consommation des solutions hydrauliques, ce qu'on appelle l'ISATIS par rapport à la satisfaction des patients. Donc hormis la satisfaction des patients, où là, on n'aura pas forcément la main, c'est à nous à bien travailler, bien prendre en charge. D'ailleurs, on n'a pas, enfin, je pense qu'en France, la majorité des patients sont quand même très satisfaits de la prise en charge dans les établissements du secteur et par les soignants, qui sont quand même très à l'écoute de leurs patients. Je pense que là, il n'y a pas de souci. On peut d'ailleurs leur les féliciter. Mais sur les autres indicateurs, ça reste. Je vous donne un exemple. Une fois, certains praticiens doivent se faire accréditer. Ils ont une accréditation parce qu'ils ont une spécialité à risque, par exemple un orthopédie ou un anesthésiste. Et pour ça, ils doivent faire un certain nombre d'évaluations, notamment des évaluations de son dossier. Un jour, j'ai un médecin qui vient me voir, qui me dit écoutez, j'ai besoin de faire une évaluation de dossier. Est-ce que vous pouvez m'aider? Pas de souci. Donc, je fais l'évaluation de dossier avec lui. Donc, j'insiste sur l'interprétation du cahier des charges, parce que bien sûr, pour lui, tout était super bon, mais avec mon regard de qualiticien, il n'y avait pas tous les éléments qui étaient demandés. Et puis, bon, il arrive à un score qui n'était pas très bon. Donc, avec des axes d'amélioration, ok, d'accord, il était prêt à changer sa façon de procéder, pas de souci. Et puis, une semaine après, je lui dis, alors, comment ça s'est passé? Il n'y a pas de souci, j'ai perdu votre fichier. Donc, j'ai refait l'évaluation. Et puis, alors, j'ai mis des oui un peu partout, parce que comme ça, voilà, j'avais un meilleur score. Donc les IFAC, je veux dire, s'ils ne sont pas faits correctement, si les qualiticiens n'ont pas la main, d'ailleurs, des fois dessus, si on n'est pas vigilant à ce qu'on réponde bien au protocole et qu'on remplisse un petit peu ces indicateurs, voilà. En plus, ça ne reste que des indicateurs sur est-ce qu'on peut vraiment évaluer la qualité
C'est mieux que rien, vous me direz. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment évaluer la qualité d'un établissement de santé et la prise en charge d'un établissement de santé par rapport à 5 ou 6 indicateurs? Je pense que c'est peut-être un peu réducteur. Après, c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça qui va dans le sens de la culture sécurité, la culture qualité. Parce que derrière, ben, c'est aidant pour nous en disant, ben voilà, vous voyez, on n'a pas eu de subvention cette année parce que vous n'avez pas rempli correctement votre dossier ou parce que vous n'utilisez pas assez bien les solutions hydroalcooliques. Donc, c'est aidant pour nous, c'est soit dans nos démarches. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment suffisant. C'est qu'un petit... qu'un outil, malgré ce, c'est un outil national, donc c'est intéressant, mais je pense que c'est pas suffisant. Faut que c'est pas suffisant, et puis on Qu'est-ce reste. qu'il faudrait en plus pour vraiment Moi, sincèrement, on va dire que je leur en veux, mais toutes nos démarches, il va arriver un moment, d'ailleurs, on le voit souvent dans les résultats de certification, si on n'implique pas plus l'équipe, les praticiens dans ces démarches-là, c'est-à-dire que les démarches de certification, c'est l'établissement qui est visé, c'est l'établissement, c'est les équipes, hein, c'est le travail d'équipe. Si le praticien n'a pas envie de remplir ses dossiers comme il faut, de sa lettre de sortie, par exemple, c'est la qualité de la lettre de sortie, mais je suis qui, moi, directrice qualité, pour aller, je ne vais pas lui tenir la main pour qu'il remplisse correctement. On n'aura aucun moyen de pression pour lui dire, mais monsieur, vous ne remplissez pas vos lettres. Hein. Le seul truc qui marche éventuellement, et ça ils n'aiment pas, c'est quand on va faire un petit comparatif les uns par rapport aux autres, parce que là il y aura son ego qui va prendre le dessus. Mais moi je pense que sincèrement on arrivera à changer si on arrive à les impliquer, malheureusement des fois peut-être on dira les touchant personnellement, parce qu'on n'a pas les moyens de les faire changer, que ce soit dans le privé ou dans le public. Hein. Dans le public, c'est pareil, hein. Ils ont un statut particulier. Hein. La direction n'a pas non plus d'autorité sur les praticiens. Donc, je pense que... Alors, pourquoi les praticiens? Parce qu'ils font partie de l'équipe. Hein. Donc, je pense que ce serait un moyen important de travailler. Moi, dans toutes mes démarches de certification, dans les 3 établissements ou même en tant qu'expert visiteur, à chaque fois, les moments où on bloque, c'est par rapport au comportement et au fait que voilà, les praticiens ne sont pas assez impliqués, ils n'ont pas rempli les lettres de sortie comme il fallait, la traçabilité n'est pas assurée, etc. Et ça n'enlève en rien la responsabilité des établissements ou des directions, parce que on a 4-5 logiciels, parce qu'on reste du papier, parce qu'on n'a pas pu investir dans tel et tel outil. Je ne dis pas, hein, mais je pense qu'on va arriver à un moment où on va bloquer et on ne pourra pas avancer parce qu'ils ne se sentiront pas impliqués. On leur impose à chaque fois, on est toujours obligé de faire des discussions, de trouver les bons moyens pour les impliquer. Ça reste. Moi, c'est pas compliqué. Il y a des médecins, à chaque fois, ils viennent me voir, ils me disent, mais Madame Chailloux, sur quel texte vous basez là? Qui c'est qui dit, dans quelle ligne il y a marqué, dans quel arrêté, dans quelle réglementation, dans quel code me dit que je dois remplir telle case sur mon dossier, que je dois mettre par exemple le nom de naissance. Où est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qui m'impose? Qu'est-ce que je risque? Je n'ai pas la réponse. Donc vous voyez, c'est voilà, pour vous expliquer que des fois ça reste un peu compliqué que. Ouais. D'où les compétences et les qualités de diplomate, de bien communiquer, d'arriver à avoir un rôle à la fois transverse, stratégique, et en même temps de bien s'adapter à ses interlocuteurs que vous mentionnez. Merci beaucoup, Muriel. Je vous propose qu'on passe à la partie questions, parce qu'on a quelques questions qui nous ont été posées par notre auditoire, et on vous encourage tous et toutes à continuer à poser vos questions. Un grand merci déjà pour ce partage. Très authentique, votre expérience, vos exemples concrets, et puis ce sujet aussi très important d'actualité sur le promotion des professionnels de santé en cette période Covid. Donc, première question d'Aklem qui nous pose une question par rapport à ce que vous mentionnez sur les fiches événements. Pensez-vous qu'il faille anonymiser les fiches d'événements indésirables afin d'éviter ce genre de répercussions par rapport à l'exemple que vous avez donné? Moi, non, je reste persuadée qu'il ne faut pas les anonymiser. Dans les 3 structures, les professionnels ont la possibilité de cocher anonyme. Alors là, c'était anonymisé, hein, mais il a fait son enquête en fonction de la date. Donc ça dépasse même l'anonymisation de la fiche.
Parce que justement, là, ça met en exergue le comportement. Je veux dire, que ce soit n'importe quel professionnel. Si on part tous dans l'idée que c'est important de faire des fiches d'événements indésirables pour identifier des événements sur lesquels il va falloir travailler, qui peuvent être récurrents, qui peuvent être graves ou autres, pour mettre en place un certain nombre de barrières ou d'actions pour pas que ça se reproduise, il faut que tout le monde ait cette culture. Et tout le monde doit avoir la culture de ne pas aller enguirlander l'infirmière parce que en plus elle a écrit ce qu'il faisait tout le temps. Donc voilà, moi je suis pas pour l'anonymisation générale et totale, parce que je pense que c'est important que tout le monde aille dans ce sens et que ces comportements ne se reproduisent pas. En fait, c'est à moi après à travailler sur le fait que il faut pas que ça se reproduise. Merci. Alors, une autre question de Anne Degré. Que propose le groupe pour accompagner les équipes au regard de ce que vous décrivez? Alors moi, j'ai juste une question pour bien comprendre. Anne, quand vous parlez de ce que propose le groupe, vous faites référence à quel groupe? Le mien, je pense. Oui, peut-être que votre Si. groupe, du coup, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour accompagner les équipes au regard de ce que vous décrivez? Par rapport à la crise sanitaire, je Oui, par suppose. rapport à la crise, absolument. Oui. D'accord. En fait, c'est surtout les responsables de service qui ont fait le lien et qui font le lien encore. Hein. On s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte en passant dans les services, enfin sur une seule structure, hein, parce que du coup j'avais pas trop le droit de bouger. C'est que les équipes, elles sont en attente il faut être là pour donner l'information, il faut être là pour les rassurer. Si elles se rappellent plus comment les gestes barrières, quand j'ai un patient qui est Covid, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre, comment je dois faire, voilà. Dans le groupe, on n'a rien mis de particulier, sauf qu'il a fallu veiller à ce qu'on soit là et qu'on soit à l'écoute si jamais il y avait une problématique. Beaucoup nous ont reproché, enfin ça nous ont reproché, comme on était tous en télétravail, notamment au niveau de certaines personnes, au niveau de la direction, etc. On m'avait demandé d'être en télétravail, mais la problématique du télétravail, c'est que vous êtes là qu'à travers le web ou à travers des mails, à travers du téléphone. Et on a bien vu que les équipes, elles étaient un petit peu. C'est une période très stressante, hein, anxiogène, et elles avaient besoin qu'on soit là. Voilà, un besoin d'écoute. Il n'y avait pas forcément d'organisation particulière, à part diffusion d'informations. Elles avaient besoin d'informations et ça, c'est la gestion documentaire qui a été importante. Elles avaient besoin de trouver l'information rapidement. Donc, on a travaillé notamment sur l'intranet pour qu'elles puissent retrouver l'information rapidement. Voilà. Sachant que la difficulté de l'information, si vous diffusez l'information trop rapidement et que c'est une information qui est difficile à assimiler, il ne faut pas non plus diffuser tout. Il faut accompagner, comme je disais tout à l'heure, il faut accompagner cette information. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vois que Anne écrivait oui. Arnaud aussi qui nous partage depuis la Belgique, il faut redonner du sens au travail, axer beaucoup plus sur les recherches, études, projets de qualité de vie au travail, projets de participation personnelle, qui pour lui est une solution qui pourrait porter ses fruits. Arnaud fait référence au concept d'entreprise libérée, donc ce concept a été développé par Isaac Getz et parle justement de démarches beaucoup plus participatives avec des groupes autodéterminés. Il y a Anne aussi qui fait référence au CH de Valenciennes, hein, effectivement, qui a un mode de fonctionnement assez innovant. Qu'est-ce que vous pensez, Muriel, justement, sur ces organisations un peu plus libérées ou décentralisées, plus autonomes? Quel est votre regard là-dessus? Je pense qu'il faut peut-être un accompagnement très particulier. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, parce que moi, je me rends compte que des fois, quand on libère un petit peu trop, selon les équipes, les personnes que vous avez, hein, dans tout groupe, hein, vous avez des personnes qui seront plus ou moins influençables et d'autres qui vont influencer le groupe. Et des fois, leur laisser trop d'autonomie, c'est pour ça qu'on met en place des protocoles. Moi, je vois que des fois, il y a des déviances. Hein, en fonction de l'équipe, elles ne vont pas travailler de la même manière. Et puis, des fois, elles ne vont pas forcément bien travailler. Donc oui, mais il faut que ce soit bien, il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait une organisation adaptée, il faut que ça se fasse de façon, je dirais, organisée et programmée.
parce que sinon ça reste compliqué. Sachant que parfois, c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu le travers. Moi, je me rends compte que les équipes, quand elles ont le fait qu'il y ait trop de protocoles, que ce soit trop carré, elles vont des fois même plus avoir des réflexes. Elles vont pas faire, ou elles vont faire, je dirais, bêtement, entre guillemets. Elles vont suivre le protocole. Et des fois, on est un peu surpris de la façon dont elles ont géré. Mais oui, mais c'était écrit comme ça, donc j'ai fait comme ça. Et en même temps, des fois, on sent qu'il y a un besoin. Elles se sentent rassurées, elles ont ce besoin parce que tout le monde fait la même chose. C'est écrit comme ça. Donc, tous les professionnels, en fonction de ce qui est écrit, les recommandations sont comme ça. Vous voyez, c'est écrit, c'est comme ça. Et ça à tous les niveaux. C'est-à-dire des fois, les médecins, voilà, ils me disent, ah oui, mais c'est écrit, vous avez vu, c'est sur le protocole. Donc, ça correspond à ce qui a été défini en groupe. Voilà, ce qui a été validé en groupe. Mais pourquoi pas, hein, c'est peut-être la solution, hein, le plus d'autonomie. Moi, je pense que déjà, si on leur enlève un certain nombre de tâches un peu, je vais dire, annexes et administratives et un peu voilà, je pense que déjà, ça pourra leur aider un peu plus, donner un peu plus de liberté. Mais pourquoi pas, hein, c'est de faire des nouveaux essais, c'est peut-être la solution. Ouais. J'ai noté deux points très importants. Oui, dans ce que vous partagez, il y a la notion à la fois d'organisation, de se dire comment on peut alléger peut-être certaines missions administratives des soignants ou dans le sens global pour qu'ils puissent se focaliser encore plus sur le cœur du métier des soignants, vis-à-vis de leurs patients. Et d'autre part, une notion de faire grandir le management à tous les niveaux. Parce que finalement, pour les accompagner à renforcer une culture de l'autonomie, de la responsabilisation, il existe aujourd'hui des modèles très intéressants pour mesurer la qualité de fonctionnement des équipes, avec des métriques qui permettent de mesurer le niveau de confiance, le niveau d'attention au résultat, le sens des responsabilités. Et je suis assez convaincu que plus on va amener les équipes à grandir sur ces sujets, au niveau individuel et collectif, plus on pourra construire des organisations plus agiles, plus cohésives. Et bien sûr, c'est une vraie conduite du changement qui passe par une transformation sur le plan humain aussi. Mais on voit déjà des belles initiatives à ce sujet. Je vais prendre une dernière question et après on va conclure. Atlem qui partage, fraîchement arrivé dans le milieu de la qualité, je me rends compte que peu de gens sont au fait de ce qu'est la qualité et le rôle de la cellule qualité dans une structure. Cela leur paraît même parfois inutile. Auriez-vous des conseils pour optimiser l'intégration de la qualité auprès des équipes? Je pense que ce qui est important, c'est d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que ce qui est compliqué pour les responsabilités dans nos secteurs, c'est qu'il faudrait qu'on soit compétent, qu'on sache ce que c'est que faire un pansement, qu'on sache ce que c'est que faire une toilette avec un patient qui a une PICC line, qu'on sache comment fonctionne un bloc opératoire, comment on fait une endoscopie, et comment on fait un dossier patient administratif, une préadmission, etc. C'est-à-dire qu'on soit hygiéniste et en même temps, voilà, on ne sait pas, c'est pas possible. Par contre, on peut être là pour les accompagner. Il faut qu'on montre que la cellule qualité, elle est là pour soit ce que je disais au début, soit on a des réglementations, des recommandations. Par exemple, la certification, il y a un manuel de certification. Je sais plus, il y a, je crois, 124 critères. Alors, on ne peut pas être compétent dans les 124 critères, c'est pas possible. Donc la cellule qualité, la qualité, elle doit être là, elle doit les aider pour faire des évaluations, pour se poser des questions, pour les accompagner, pour montrer l'intérêt, ce que c'est que pourquoi il faut que je déclare éventuellement les événements indésirables, pourquoi je dois faire des commissions de retour d'expérience, pour faire des analyses, pourquoi. Je pense que ça fonctionne, que quand on est là, pas pour imposer, il faut arriver à faire passer certains messages, il faut se faire entourer et accompagner les différents responsables et l'encadrement. Comment dire, après, moi j'avais fait mon mémoire sur ma formation Master 2 sur l'implication des professionnels. Et en faisant mes analyses, je m'étais rendu compte qu'en fait, il faut, comme je dis souvent, il faut avoir des généraux. C'est-à-dire notre information et le message de culture sécurité, elle ne passera que si on a des personnes qui sont convaincues de cette démarche. Que s'il y a des personnes sur le terrain,
s'il y a des membres de l'encadrement, ils sont convaincus de ce qu'on va faire. On ne pourra pas fonctionner tout seul dans son coin, ça ne marchera pas, on sera isolé et ça ne va pas fonctionner. Alors, attendez, parce que là, il faut juste que je change de salle, mais on arrive peut-être à la fin, bon, il reste 10 minutes. On va arriver… Ah ben c'est bon. Merci. On arrive à la fin, effectivement. En tout cas, donc, voilà. Je tiens à vous remercier vivement, Muriel, pour l'authenticité de votre témoignage, pour aussi tout ce que vous mettez en place comme partage de bonnes pratiques, vos exemples très concrets, et puis ce que vous avez invité aussi à nos participants et participantes de mettre en œuvre sur le plan qualité dans le contexte Covid dans lequel nous sommes. Merci beaucoup aussi à tous les participants et participantes pour votre présence. Je vous invite tous aussi à vous abonner à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn. Et aussi, en ce moment, nous avons lancé une initiative de flash coaching qui vise à faire bénéficier donc gratuitement aux professionnels de santé qui le souhaitent d'une session d'écoute par des experts Chakari et d'un coaching par notre réseau de coachs pour venir en soutien dans le contexte de crise. Donc, n'hésitez pas à diffuser cette initiative. Il y a un lien sur notre site internet, vous pouvez voilà, le suivre pour vivre aussi cette expérience de soutien à nos côtés. Encore un grand merci, Muriel. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous tous aussi, participants, pour ceux et celles qui nous ont rejoints. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée.